Bonjour, on se retrouve maintenant pour approfondir le sujet de la thermique avec deux cas très concrets. Le premier, ça va être un cas où je vais venir chauffer un fluide qui s'écoule. Donc là, il va y avoir un mouvement et je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et dans le deuxième cas, on va regarder en fait comment on fait pour enlever ou mettre de la chaleur à un fluide grâce à un autre fluide. Donc là, en fait, il y a les deux fluides qui vont se croiser et qui vont transférer de la chaleur. S'il n'y a qu'un seul des deux sujets qui vous intéresse, du coup, dans la barre, juste là en bas, en fait, je les chapitrerai, comme ça, vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour ce premier cas, on va passer par un schéma qui va être juste ici. On va se retrouver avec un tube. Et sur ce tube, je vais venir mettre une résistance chauffante autour. Donc en gros, c'est que j'ai mon tube et je vais mettre ici toute une résistance tout autour de mon câble qui va me permettre de chauffer ce tube et donc de transférer de la chaleur à mon liquide. Le truc, c'est que on va prendre comme hypothèse qu'il n'y a pas de chaleur qui peut s'échapper. En fait, il y a tout qui est dirigé vers mon tube, vers ma matière. Cette résistance thermique, en fait, finalement, elle est en train de fournir une puissance de chauffage, une puissance thermique, et ça, c'est le premier problème. Première chose, en fait, c'est qu'on ne sait pas trop, finalement, quelle est cette puissance, parce que c'est un truc qui est électrique, c'est pas thermique, et comment on fait pour la calculer? En fait, c'est super simple, c'est qu'en fait, une résistance chauffante, c'est une résistance. Et ça, vous le savez déjà, en fait, une résistance va perdre de l'énergie par effet Joule. Les pertes par effet Joule, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et bien en fait, ce qu'on avait vu dans vos cours de thermique, c'est que la puissance perdue par effet Joule, c'était R fois I au carré. D'accord? RI carré. Et bien ce truc-là, en fait, ces pertes Joule, c'était de la perte qui était perdue en chauffant, et bien du coup, c'est notre puissance thermique. Phi sera égal à R fois I au carré, tout simplement. Du coup, on va pouvoir le mettre sur le schéma, et on sait maintenant quelle est ma puissance de chauffage. Maintenant, on va donc s'y intéresser un petit peu plus au fluide qui va passer à travers mon tube. Ce fluide, on va dire que c'est 1 kg pour pas s'embêter, et on sait que pour réussir à chauffer en fait 1 kg de matière, en fait, ma formule Q était égale à M fois C fois delta T. M, ma masse, C, c'était ma capacité thermique. Généralement, on utilisera un truc qui est à pression constante, la capacité à pression constante, parce que je suis en écoulement permanent, c'est toujours la même chose. Et ensuite, il y a le delta T. Le delta T, c'est la différence de température qu'on va avoir entre l'entrée et la sortie. Ok? Bon, on vient de poser les bases. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de faire quelque chose avec. Vous connaissez tous la formule, c'est certain. E est égal à P fois T. L'énergie, c'est égal à la puissance fois le temps. Ça, vous le connaissez tous. Et bien en thermique, c'est pareil. L'énergie, c'est Q. Okay, la puissance, c'est grand phi, et le temps, c'est le temps. Donc, Q est égal à phi fois T. Ok. Et comme je sais ça, comme je connais mon phi, je connais l'énergie en fait pour réussir à monter en fait en température mon matériau d'une certaine température à une autre, je connais l'énergie à lui donner, mais dans ce cas-là, le temps en fait de chauffage, en fait c'est uniquement Q divisé par phi. Il est donc très facile de pouvoir calculer ce temps de chauffage qui va être nécessaire. Bon, alors du coup, je connais mon temps de chauffage, c'est bien, mais par contre, moi j'aimerais savoir en fait à quelle vitesse s'écoulait un petit peu mon fluide à l'intérieur de mon tuyau. Et bien pour ça, il y a un truc qui est très simple, c'est que je suis en train de chauffer mon fluide sur une certaine longueur, ma résistance thermique elle est mise que sur une certaine longueur, et bien il se trouve que la vitesse, c'est toujours la distance divisée par le temps. Bon, du coup la distance, c'est ma longueur L, le temps, on vient de le calculer avant, je peux connaître ma vitesse. Je sais à quelle vitesse doit s'écouler ma matière pour réussir en fait à la faire passer d'une certaine température à une autre. Bon, ça c'est bien, mais par contre, si mon écoulement, en fait, j'étais en train de faire avancer ma matière, par exemple, avec une vis sans fin, comme dans un convoyeur, là, je sais qu'en fait, à l'intérieur d'une vis d'Archimède, à l'intérieur de ma vis d'Archimède, je vais avoir un pas, c'est-à-dire que chaque fois que je fais un tour, j'ai avancé d'une certaine distance, comme une vis tout à fait classique. Du coup, ma vitesse, c'est le pas fois la vitesse de rotation. Pourquoi? Parce que la vitesse, c'est des mètres par seconde, le pas, c'est des mètres par tour, c'est la vitesse, en fait, c'est la distance qui est parcourue pour chacun des tours, et petit n, ça sera mon nombre de tours par seconde. Autrement dit, je peux connaître, si je veux faire avancer mon fluide à une certaine vitesse, je peux connaître facilement à quelle vitesse devait tourner ma vis d'Archimède, et donc à quelle vitesse devait tourner mon moteur. Ok? Voilà. Donc là, on vient de voir en fait un truc qui est très très simple pour réussir à calculer, en fait, à dimensionner un petit peu son système d'avancée, quelle puissance de chauffage j'ai besoin, tout ça, vous pouvez faire plein de petites choses.
On va maintenant passer au second cas. Dans ce second cas, en fait, on va parler des échangeurs à fluides séparés. Il en existe deux grandes catégories. Il va exister par exemple celui-ci, c'est un échangeur à plaques. Le principe, en fait, c'est que je vais avoir des plaques. Dans une plaque, le fluide va passer dans un sens, et après, en fait, en sandwich, je vais intercaler une autre plaque, et dans cette autre plaque, le fluide chaud va pouvoir me remonter. Et donc comme ça, en fait, tout va se croiser. Mes fluides se croisent, échangent la température entre eux. C'est un énorme sandwich qui est fait. Voilà, échangeur à plaques, tout ce qu'il y a de plus classique. Il va exister en fait un deuxième fonctionnement qui existe aussi, c'est ce qu'on appelle en serpentin ou en tube. Il y en a différentes sortes. Là, je vais vous présenter celui-ci. Dans celui-là, on va avoir donc des tubes qui sont à l'intérieur d'une bonbonne. Je vais avoir du liquide qui se trouve autour de mes tubes et un fluide passe à l'intérieur des tubes et en fait, je vais essayer de refroidir toute mon enceinte. Donc voilà, très simple et pourtant terriblement efficace. Bon, vous l'avez bien compris, en fait, dans ces deux systèmes-là, on va avoir des fluides qui vont venir se croiser pour faire un échange thermique. Il y a des avantages quand c'est en plaque ou quand c'est en tube. Quand c'est en tube, je vais avoir beaucoup plus de surface d'échange. Quand je suis à plaque, je vais réussir à avoir quelque chose qui va être un peu plus condensé. Mais ça, c'est pas toujours vrai, en fait, il y a des cas particuliers, justement, il y a de la recherche qui se fait un petit peu tous les jours pour réussir à optimiser ces échanges. Quoi qu'il en soit, pour réussir à calculer, en fait, le flux qui est échangé, en fait, et les variations de température à l'intérieur de mon système, il va exister deux méthodes. Première méthode, on va travailler avec les résistances thermiques. Donc là, en fait, c'est que ma résistance thermique, qu'on avait vu en fait quand on parlait de conduction, va être directement liée à la température. La deuxième, c'est qu'on va pouvoir travailler finalement avec le débit de matière qui passe à l'intérieur. Et donc là, ce sera débit et température qu'on va étudier. Deux manières assez différentes de travailler et pourtant qui vont être totalement complémentaires. Et il va falloir bien réussir en fait à s'approprier les deux, parce que lorsque je travaille avec les résistances thermiques, je m'intéresse au matériel, aux dimensions en fait, des surfaces d'échange, ce genre de choses. Dans le second, je regarde juste en fait à quelle vitesse les choses en fait bougent, translatent, et donc à quelle température je vais pouvoir bouger. On va commencer avec les débits. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'est un petit peu, c'est le plus simple, c'est ce que j'arrive à mieux appréhender. Pourquoi? Alors, en fait, le principe, c'est que vous allez avoir donc un échange qui va se faire, qui va passer de la source chaude vers la source froide. Je vais marquer ici, en fait, la lettre F quand c'est froid, C quand c'est chaud, et quand vous voyez un E ou un S, c'est que c'est entrée et sortie, d'accord? Donc si je marque par exemple Q, C, E, en gros, c'est la chaleur de la source chaude à l'entrée. Et si je mets QCS, c'est la chaleur de la source chaude à la sortie de l'échange. Alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va supposer que tout est adiabatique, il n'y a pas d'échange en fait avec le milieu extérieur, il y a tout qui va se passer à l'intérieur. Comme c'est adiabatique, ça veut dire que toute l'énergie qui est perdue par la source chaude est gagnée par la source froide. D'accord? Les deux en fait vont échanger leurs énergies entre eux, et donc on va pouvoir dire en fait que cet échange, ces variations en fait sont égales, c'est constant, parce que je suis en fonctionnement permanent. En gros, mes variations d'énergie sont les mêmes. Je me rappelle donc en fait que la chaleur, c'était toujours en fait la masse fois C fois delta T. La masse fois la capacité thermique fois la variation de température. Mais le truc, c'est que mon phi, c'est une variation par rapport au temps en fait de cette énergie. Est-ce que je peux faire varier ma capacité? Non. Ça, je peux pas trop. Est-ce que je peux faire varier en fait ma température? Non, je regarde toujours en fait ce que j'ai à l'état initial, ce que j'ai à l'état final, pas ce qu'il y a en intermédiaire. La seule chose qui peut varier finalement, quand je fais ma dérivée de mon énergie, ce sera uniquement la masse. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, mais non, parce que je suis en écoulement. Je vais bien avoir en fait une variation de la masse parce que ça s'écoule, et on appelle ça le débit massique de mon fluide. Et ça c'est super important, parce que finalement, mon flux, ça sera égal au débit fois C fois delta T. Finalement, en fait, c'est ma formule de Q, la chaleur. Putain, c'est nul. Je suis en train de rigoler à ça. Finalement, mon flux, c'est la variation de la chaleur de Q, et en fait, ce que je me rends compte, c'est que, au lieu d'avoir M fois C fois delta T, ça devient D fois C fois delta T. D étant le débit massique. On appelle ça dm, dans les formules que je vais vous montrer. On en conclut que, finalement, le flux, dans les deux cas, est identique. C'est que le flux qui est donné est reçu par l'autre, et donc en gros, mes flux dm de la source chaude fois C à pression constante fois delta T va être égal finalement à dF, donc dmF, celui de la source froide, fois C fois delta T. On fait attention à quelque chose, c'est que là en fait les fluides ne sont pas forcément les mêmes, les C,
les capacités thermiques ne sont pas forcément identiques, et les variations de température ne sont pas forcément identiques non plus. Donc là-dessus, tout peut varier, et donc il faut avoir en fait, déjà des données d'entrée, soit vous les imposez, soit vous les retrouvez en fait, par le calcul parce que c'est votre besoin. Ok, donc ça c'était pour la méthode en fait avec les débits. Maintenant on va s'intéresser à la seconde méthode. Pour cette deuxième méthode, on va utiliser une nouvelle formule, que vous ne connaissez pas tout à fait encore, mais que vous allez voir, vous allez vite retrouver. Mon flux va être égal à K fois SE, c'est la surface d'échange. K c'est une constante en fait, du matériau, en fait justement c'est un coefficient d'échange, fois delta T ml. Alors ce ml, vous allez voir ce que ça veut dire, vous allez voir ça très rapidement. Déjà, première chose, ce KSE qu'on peut voir en fait ici sur la formule, finalement, c'est 1 sur la résistance thermique. D'accord? C'est équivalent à ça. Ça, on en avait parlé en fait lorsqu'on faisait la leçon sur la conduction thermique. On avait vu qu'il y avait deux cas, il y a même un troisième. Il y avait le cas où c'est une paroi plane, et donc la résistance thermique, c'était E sur lambda S. Et en fait, on a vu aussi que si ma surface d'échange, c'était plutôt un cylindre, et dans ce cas-là, ma formule est un petit peu différente, un peu plus complexe, sans être trop violente non plus. Alors ma résistance thermique, elle, cette fois-ci, va valoir E, l'épaisseur, divisé par lambda S ml, donc du coup comme dans le cas du cylindrique. Et donc là, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu ce S qui est un petit peu bizarre et qu'il va falloir en fait essayer de comprendre. Pour cela, on a le schéma qui est ici, pour se rappeler un petit peu à quoi ça correspond, on va avoir un rayon extérieur, un rayon qui va être intérieur, je vais avoir une certaine longueur, et moi ce que j'essaie de connaître c'est la surface d'échange. La surface d'échange, ce n'est pas en fait la surface à l'extérieur, ce n'est pas non plus la surface à l'intérieur, c'est une surface qui se trouve un petit peu entre les deux, d'accord? Sur la longueur. C'est un cylindre en fait qui se trouve entre l'extérieur et l'intérieur. Il faut réussir à le trouver celui-ci. Et pour cela on a une formule qui existe, qui est tout simplement que c'est la surface extérieure moins la surface intérieure divisé par le logarithme de la surface extérieure divisé par la surface intérieure. Alors attention, ces surfaces dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure, c'est vraiment la peau, c'est la surface d'échange. Autrement dit, en fait, si vous voulez, c'est un cylindre. Je ne regarde pas l'intérieur, c'est justement la peau de ce cylindre. Et pour le calculer, très simple, périmètre de pierre fois la longueur. Tout simple. Si je vous dis tout ça, en fait, c'est les deux cas présents, c'est parce que si j'ai quelque chose qui va être un échangeur à plaque, et bien dans ce cas-là, ce sera la première formule. Si c'est un échangeur tubulaire, c'est la deuxième formule. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie de la formule principale. On a ce delta T ml qui apparaît. Et c'est tout simplement parce que ma température, elle varie, elle fluctue en fait pendant l'échange, et il va falloir en fait calculer un petit peu tout ça. Je vous mets la formule ici, elle est un peu plus compliquée, parce qu'en fait il y a ces questions de entrée-sortie. À partir du schéma, vous allez pouvoir vous y retrouver, vous n'avez plus qu'à appliquer cette formule. Donc en fait avec tout ça, première méthode, vous avez en fait vraiment quelque chose où on va travailler sur le débit, purement, c'est vraiment en fait la vitesse d'écoulement en fait, et la quantité de matière en fait, enfin de chaleur à transmettre à mon fluide. Et dans le second, on s'intéresse plutôt à la géométrie mécanique en fait de mon système, et les deux sont complémentaires, c'est que je peux très bien connaître déjà initialement en fait quelle était la quantité d'énergie que je voulais transmettre, je peux connaître, imposer peut-être aussi en fait le débit en fait à laquelle, qui va circuler, et je vais pouvoir calculer en fait un peu mes différences de température. Et dans le second, c'est qu'en fait une fois que j'ai dépatouillé un petit peu tout ça, je peux me dire, voilà, en fait il faudrait que j'ai telle surface d'échange, il va me falloir, donc du coup si j'ai besoin de telle surface d'échange, il faudrait avoir telle longueur en fait finalement d'échangeur, etc., etc. Et c'est là où ça devient super intéressant. J'espère que ces petites explications vous ont permis d'y voir plus clair, et il vous reste plus qu'en fait à le mettre en application. Posez-vous des questions, essayez d'avancer. Si vous avez des problèmes, vous rencontrez des problèmes, mettez un petit commentaire, en fait, j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ce que vous voulez, et puis voilà. A plus tard, ciao.